encore d'être avec nous. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour à chacun d'entre vous. On m'entend bien, c'est bon? Très bien, parfait. Parfait, très bien. Vous le savez, l'enseignement catholique est engagé depuis 3 ans dans une vaste démarche de prospective. Et dans les désormais très nombreux moments, productions, contributions versées dans cette démarche, il y a eu pendant de longs mois ce que j'appellerais un trou ou un oubli. Quasiment aucune, mais presque aucune, hein, vraiment, je vous l'assure, quasiment aucune proposition, intervention, réaction touchant aux questions pédagogiques ou aux questions éducatives. C'était, je ne vous le cache pas, un peu une inquiétude ici dans le secrétariat général parce qu'on se demandait comment on allait pouvoir un jour ou l'autre quand même aborder ces sujets-là. Et ces questions, en fait, sont apparues dans le débat il n'y a pas très longtemps, mais à la fin de l'année scolaire dernière. Je pense que le Synadec n'est pas étranger à cette apparition. Parce qu'en fait, votre contribution versée à la démarche prospective portait beaucoup sur ce sujet. Et je pense qu'elle a un peu réveillé certains esprits. Vous avez eu bien raison de vous préoccuper de ces questions éducatives et pédagogiques. D'abord parce que c'est quand même l'essentiel de notre job. Et que, certes, je le sais bien, même si ma vie antérieure commence à être très ancienne, mais je le sais bien qu'un chef d'établissement a de multiples préoccupations et responsabilités de toutes sortes, mais délaisser les questions éducatives et pédagogiques pour l'enseignement catholique, c'est quand même un risque quasi mortel. Donc, je suis très, très heureux que ces questions-là soient désormais euh, apparues et qu'elles font en fait même l'objet de l'un des 4 axes stratégiques qui va servir de boussole aux rencontres régionales dont vous savez que nous allons les commencer bientôt en faisant un grand tour de France. Ces questions éducatives et pédagogiques, elles sont formulées dans l'axe stratégique de la manière suivante: promouvoir une éducation performante, celle de la réussite pour chacun. Pour cela, miser sur la liberté et l'initiative, en particulier en matière pédagogique, et en renforcer les conditions par la recherche et la formation. Cette évolution, c'est à mes yeux très très heureux parce que cette question de la performance éducative et de la liberté pédagogique est une question qui me taraude, même si elle n'est pas complètement dans mon portefeuille de responsabilité au SGEC, mais on a toujours le droit de regarder par la fenêtre. En effet, je ne voudrais surtout pas que mes propos soient perçus par vous comme une forme de jugement, mais j'ose cependant vous livrer un sentiment. J'ai le sentiment que nous vivons encore aujourd'hui dans l'enseignement catholique sur une affirmation qui a sûrement été vraie, qui est sans doute encore vraie aujourd'hui, mais qui est peut-être en train de devenir une illusion. Cette affirmation, c'est l'affirmation que nos établissements sont très en avance en matière pédagogique et éducative sur les établissements de l'enseignement public. C'est vrai, et j'espère que c'est encore vrai partout, mais en même temps, je vous invite à ne pas entretenir le syndrome de la grenouille devant le bœuf. Parce que nos collègues de l'enseignement public ont énormément progressé sur le sujet. Parce qu'également, les ministres successifs de l'Éducation nationale nous ont efficacement copié nos bonnes idées. Ne nous plaignons pas, c'est notre manière de vivre l'association à l'État. Ça fait 50 ans que ça dure. L'enseignement catholique sort une bonne idée et 10 ans après,
elle se retrouve dans le Code de l'éducation. Je vous rappelle juste des gros mots comme communauté éducative, projet d'établissement, élève à besoins éducatifs particuliers, etc., etc. Du coup, à quoi sommes-nous condamnés en fait? Eh bien, nous sommes condamnés, à mon avis, à toujours être devant. Et pour être toujours devant, nous sommes condamnés à toujours inventer et toujours innover. Et dans ce contexte, la question de la liberté et de l'utilisation de notre liberté est vraiment, à mes yeux, une question essentielle en matière d'avenir et donc de prospective. Et donc, j'étais particulièrement heureux de répondre à l'invitation de Virginie sur ce sujet. J'aurais répondu aussi sur un autre sujet, mais sur ce sujet, j'étais particulièrement heureux de pouvoir être avec vous ce matin. 3 parties dans mon intervention. Intervention dont je vous dis tout de suite, comme ça va éventuellement libérer certains d'entre vous. Je communiquerai le texte de mon propos à votre présidente dans l'après-midi. Il peut être diffusé. Ça fait longtemps que j'ai abandonné tous mes espoirs de copyright et de royalties sur ce que j'écris. Voilà. Donc, 3 parties de mon intervention. Une première, parce qu'il faut forcément passer par là, un rappel sur le contexte historique et légal, la loi Debré et le contrat. Une seconde partie sur 6 éclairages sur 6 sujets dans lesquels la liberté est une question qui se pose. Et puis je terminerai par le plus important, ce pourquoi vous êtes réunis, un développement sur la liberté en matière pédagogique. Alors d'abord, le contexte historique et légal, la loi Debré et le contrat. Je rappelle d'abord que la loi Debré, la loi du 31 décembre 59, malgré ce qu'on en dit et malgré des raccourcis historiques fréquents, n'est pas la loi qui a fondé la liberté de l'enseignement en France. La liberté de l'enseignement en France est bien plus ancienne, puisqu'elle est introduite et garantie dans notre droit dès le 19e siècle, en 1833 par les lois Guizot, en 1850 par la loi Fallou, que l'on connaît par ailleurs pour son effet négatif sur les investissements immobiliers en premier degré, mais qui est d'abord une loi de défense de la liberté d'enseignement, et enfin par la loi Dupont-Loup de 1875, qui garantit la liberté de l'enseignement dans l'enseignement technique et professionnel. La loi Debré, donc, ne crée pas la liberté de l'enseignement. En revanche, elle lui donne une pleine effectivité à cette liberté d'enseignement, parce que si la loi Debré n'était pas passée, cette liberté serait aujourd'hui réservée à une petite minorité de privilégiés si la loi Debré n'avait pas assuré le financement public de son exercice. On peut raisonnablement penser que sans la loi Debré, aujourd'hui, l'enseignement catholique, ce serait 50 000 élèves dans une petite centaine d'établissements situés en grandes villes et dans des milieux sociaux favorisés. Tout le reste aurait disparu en raison de problèmes économiques. Donc la loi Debré, elle permet ça. Elle permet que la liberté d'enseignement soit réellement effective. Elle permet aussi d'asseoir un compromis durable parce que cette loi autorise un pluralisme scolaire en combinant participation des établissements privés au service public de l'éducation nationale et en reconnaissant la diversité de ces initiatives par cette fameuse expression sur laquelle je reviendrai du caractère propre. Le système mis en place en 1959 est d'une subtilité exemplaire et il repose en fait sur un équilibre très subtil, très fragile, mais aussi en même temps très essentiel entre monopole public et initiative privée. Il met fin en 1959 à de très longues années de guerre scolaire qui avaient démarré au moins en 1905, sinon avant. Et il a le mérite, ce système, d'assurer en fait une synthèse entre 2 traditions
dont la France est héritière. Une tradition libérale qui privilégie le pluralisme au nom du respect des libertés individuelles, et puis une tradition que je vais qualifier de jacobine, qui privilégie la recherche d'uniformité au nom du principe d'égalité. Ces deux traditions, vous le savez, sont quasiment toujours au cœur de notre débat politique, avec plus ou moins de nuances, mais ces deux traditions sont deux marqueurs de notre vie politique. Vous savez aussi que ce système d'association à l'État, tel que nous le vivons en France, est quasiment unique au monde. Il n'existe réellement de manière quasi similaire qu'en Belgique. Et nous n'avons pas d'autres exemples dans le monde d'une association de l'enseignement privé à l'État par ce régime du contrat. Qu'est-ce que c'est que ce régime du contrat qui est au cœur de la loi Debré? En fait, si la loi Debré avait simplement voulu, on va dire, assurer des questions de financement des établissements d'enseignement privé, on n'avait pas besoin de la loi Debré. Il existait en 1959 un système qui avait été créé en 1951 et qui s'appelait les lois Marie et Barranger, du nom des deux députés qui les avaient fait adopter. Ces lois Marie et Barranger, elles permettaient d'accorder des subventions individuelles aux élèves qui étaient scolarisés dans les établissements d'enseignement privé afin que soit pris en compte une partie du coût de l'établissement privé pour la famille. Et donc, si on avait voulu simplement faire une loi financière, il aurait suffi d'augmenter, budgétairement parlant, les volumes inscrits dans les lois Marie et Barranger, et on aurait résolu la question financière. En fait, la loi de 59 fait un choix très différent. Elle assoit la relation entre l'État et nos établissements sur la notion de contrat. C'est un choix qui n'est pas anodin. Sur ce plan-là, la loi Debré est en avance sur son temps, car elle précède un mouvement de fond qui a conduit de plus en plus, depuis 50 ans maintenant, l'État et les collectivités publiques territoriales à confier la gestion de services publics, tout ou partie, à des personnes privées en recourant à la technique du contrat. C'est ce qu'on appelle les contrats de délégation de services publics que vous connaissez dans la vie quotidienne pour des exemples aussi divers que le traitement des ordures ménagères, le service de l'eau, le service de l'énergie, etc., etc. La loi Debré, en fait, est la première qui associe des opérateurs privés à l'État sur une mission qui est censée être celle de l'État. Utiliser l'instrument contractuel pour accorder les relations entre nos établissements et l'État, c'est souligner que ces relations sont fondées sur un échange de droits et d'obligations. Parce qu'en droit français, un contrat, c'est toujours cela. Un contrat, ce sont des droits et des obligations. Il n'y a pas d'exception à cela en droit français. C'est valable pour votre contrat d'assurance, comme pour votre contrat bancaire et comme pour votre contrat de mariage, si vous en avez un. Quels sont les termes de l'échange que pose la loi Debré s'agissant de ce contrat entre nos établissements et l'État? Au titre des obligations, l'établissement accueille tous les élèves sans discrimination de quelque nature que ce soit, dès lors qu'il respecte son projet éducatif, et l'établissement s'engage également à respecter les règles générales en matière de programme et d'horaire de l'enseignement public. Et de son côté, la puissance publique finance le fonctionnement des classes associées à l'État par contrat pour assurer la gratuité de l'acte d'enseignement. Je sais bien qu'il y a déjà certains d'entre vous qui commencent à hocher la tête en disant « Oui, c'est bien beau, mais chez moi, ce n'est pas comme ça. » Je sais bien que ce n'est pas partout comme ça, mais la loi est celle-là et devrait être appliquée partout. Au titre des droits des uns et des autres, l'État exerce un contrôle sur le secteur scolaire de l'établissement privé, qui par ailleurs jouit d'une autonomie qui lui est garantie. Et l'autonomie de l'établissement s'exprime à travers
ce qu'on appelle donc cette fameuse expression du caractère propre, dont le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 novembre 1977, a dit que ce caractère propre était la mise en œuvre de la liberté d'enseignement. Autrement dit, il n'y a pas d'établissement d'enseignement privé sans caractère propre. Autrement dit aussi, et ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu vont penser que je radote, mais autrement dit aussi, c'est ce qui nous fait dire de manière régulière que si nos établissements ne sont pas différents des établissements d'enseignement public, alors ils n'ont pas de raison d'exister. Parce que la raison d'exister dans le droit français d'un établissement d'enseignement privé, c'est son caractère propre. Pour nous, ce que nous appelons notre proposition éducative qualifiée, liée à l'Évangile, pour d'autres établissements privés, ça peut être d'autres types de caractères propres. Je pense par exemple à l'enseignement en langue régionale pour certaines écoles. Je pense à des écoles avec des pratiques pédagogiques particulières. Ce contrat entre nos établissements et l'État, je le qualifie en fait, d'être un paradoxe français. Depuis 1959, la notion de contrat n'a été ni pleinement exploitée, ni réellement mise en œuvre. Vous allez trouver que ce que je dis est sévère, mais j'en suis intimement persuadé. On peut constater que le contrat d'association est plus souvent conçu, tant par les pouvoirs publics que par nous-mêmes, comme le moyen d'accéder à des fonds publics et de bénéficier d'un régime légal et réglementaire déterminé à l'avance. Mais pas comme un échange entre deux entités de même qualité qui s'accordent pour définir entre elles les manières dont elles vont collaborer. Comment expliquer cette difficulté à vraiment appréhender la notion du contrat dans notre pays? Tout simplement parce que dans l'esprit public français, il est toujours difficile d'imaginer qu'un système, en quelque domaine que ce soit, puisse satisfaire à la fois l'impératif d'unité et l'exigence de diversité. Et cette difficulté, elle est renforcée en France dans le domaine éducatif, puisque dans notre pays, ce domaine éducatif est marqué par la notion du monopole de l'État. Vous savez que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Je pense par exemple à des pays fédéraux de type l'Allemagne, dans lesquels les questions éducatives ne relèvent pas du pouvoir régalien de l'État, mais du pouvoir des Länder. Mais chez nous, cette question de monopole est une question extrêmement importante. Et dans l'opinion couramment répandue de nos responsables administratifs, de nos élus, de toutes sortes et de tous bords, ce qui est public doit forcément être uniforme. En outre, deuxième raison qui peut expliquer cette difficulté, notre pays, et on en voit encore des exemples dans l'actualité récente, et on en verra encore dans l'actualité des prochaines semaines, notre pays est marqué par une conception que je qualifie de militante au mieux de la laïcité, qui est propice tout particulièrement dans notre domaine scolaire au développement de tensions et d'oppositions plutôt qu'au partenariat organisé par un contrat. On mesure donc la difficulté à articuler dans notre pays la double appartenance, d'un côté au service public de l'éducation nationale et de l'autre à un établissement dont l'existence est fondée sur le fait qu'il a un caractère propre et qu'il est donc différent et que c'est avec cette différence qu'il participe au service public de l'éducation. Dans la mesure où, par le contrat, l'État confie à une personne de droit privé, et cette personne en l'occurrence c'est vous, chacun individuellement, une participation à sa mission de service public d'éducation nationale, le contrat organise le contrôle de l'État. Mais il ne s'agit pas,
C'est un élément essentiel hein, qu'on a souvent tendance à oublier, voire que la puissance publique de l'éducation nationale a souvent tendance à faire oublier. Il ne s'agit pas d'un contrôle hiérarchique. C'est inadapté un contrôle hiérarchique dans le contexte d'un contrat. Vous n'avez pas d'un côté un signataire du contrat qui a une autorité hiérarchique sur un autre signataire du contrat. Dans ce cas-là, ce n'est pas un contrat. Pour qu'en droit français, on signe un contrat, les deux signataires du contrat doivent être reconnus de qualités égales. Le contrôle pesant sur les établissements est donc un contrôle régi par le contrat lui-même, limité aux cas et aux modalités prévues par ce contrat et aux textes qui régissent les relations entre nous et l'État, puisqu'évidemment, depuis la signature des premiers contrats de 59, les choses ont bien évolué. Je reviendrai sur un exemple tout à l'heure quand on parlera des questions informatisées. Ce qui veut dire, à l'inverse, que tout ce qui ne relève pas du contrôle prévu par le contrat n'est pas contrôlable et relève de la libre appréciation et responsabilité du chef d'établissement. C'est là qu'intervient la notion de liberté. Cette liberté qui, de fait, est la raison d'être de l'enseignement privé et donc de l'enseignement catholique. Cette liberté, organisée par la loi, sous ce fameux nom si bizarre et aujourd'hui désormais complètement incompréhensible de la quasi-totalité de nos concitoyens, qui s'appelle le caractère propre. Je viens donc à ces questions du cœur de votre journée d'aujourd'hui de liberté. Il est l'heure de la pause publicitaire. Vous savez que il y avait, nous avions au secrétariat général édité, certains d'entre vous l'ont sûrement, ce livre, édité un petit livre gris, la Chine a son livre rouge, nous avions notre petit livre gris, édité un petit livre gris et intitulé «L'établissement associé, l'autonomie au service de l'intérêt général». Nous avions édité cet ouvrage pour célébrer les 50 ans de la loi Debré. Et très sincèrement, ce bouquin devrait pouvoir être lu par tous les chefs d'établissement, des établissements catholiques de notre pays. Mais malheureusement, comme toutes les grandes œuvres, eh bien, il est épuisé. On réfléchit à une réédition de ce livre-là, mais il faut juste trouver les quelques jours de travail nécessaires à s'y replonger. Mais c'est à partir du plan de cet ouvrage que je vais organiser mon propos, parce qu'en fait, ce plan garde encore toute sa pertinence. Avant d'arriver au cœur de notre sujet, qui est la liberté sur les questions pédagogiques et éducatives, je fais un rapide survol de ce que je vais appeler 6 éclairages, mais c'est pas de l'éclairage, c'est du flash, sur 6 sujets qui ne sont pas directement liés à la liberté éducative et pédagogique, mais qui vous concernent directement et sur laquelle la question de la liberté est importante. La question de la nomination des enseignants, celle du droit disciplinaire, celle de la scolarité des élèves et de l'orientation, la question de la passation et de l'exécution des contrats, les relations informatisées et les finances. Normalement, il me faudrait 1 heure par sujet, mais Virginie ne m'a pas donné 1 heure par sujet. Donc, je préviens tout de suite que, honnêtement, je n'aborde pas ces questions-là. Je vais les survoler, vraiment les survoler. D'abord, la nomination des enseignants. C'est un point qui est reconnu par tous nos partenaires comme un élément décisif de notre liberté. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où, dans le cadre, par exemple, d'auditions devant les assemblées parlementaires, Assemblée nationale ou Sénat, ou d'auditions devant les inspections générales, ou d'auditions devant la Cour des comptes, ou devant le Conseil d'État, cette question fait de la part des gens qui nous entendent toujours considérée comme un point absolument essentiel de la spécificité de nos établissements et même de leur qualité. Très sincèrement, je peux même vous avouer que quelquefois, j'ai le sentiment qu'il est trop majoré
dans la tête de nos interlocuteurs. Mais ce point est considéré comme essentiel. Regardez par exemple le grand buzz fait par la proposition du président de la République pour certaines écoles publiques de Marseille, comme si on venait d'inventer l'eau tiède. Alors, je sais bien que vous allez me dire que cette liberté n'est pas tout à fait réelle. J'entends déjà certains d'entre vous me dire c'est pas vrai, on n'est pas tout à fait libre, on ne fait pas ce qu'on veut et on n'arrive pas à avoir les enseignants qu'on veut. Alors, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Tout dépend du point de vue. Tout dépend de l'endroit où on regarde la question. Du point de vue de la réglementation, du point de vue de la loi en France, les choses sont d'une clarté absolue. Aucune autorité ne peut nommer un enseignant dans un établissement privé associé à l'État par contrat sans l'accord, je n'ai pas dit sans l'avis, j'ai dit sans l'accord du chef d'établissement. Ça résulte de l'article L442.5 du Code de l'éducation. S'il n'y a qu'un article du Code de l'éducation que vous devez connaître par cœur, c'est celui-là. Après, si vous êtes comme moi complètement obsédé par le droit, vous pouvez en connaître d'autres, mais celui-là, c'est bien de le connaître. Ce 442.5 qui dit ceci: le contrat d'association peut porter sur tout ou partie de la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Cet accord, ce en accord avec la direction, placé dans la loi de 59, a toujours été lu par les plus hautes juridictions de notre pays comme étant absolument incontournable. À chaque fois que l'administration essaye de s'en affranchir, et si l'on décide de contrecarrer cette volonté en justice, à chaque fois, les recteurs doivent s'incliner sur décision des juges. On a environ 2 à 3 cas tous les 2 ou 3 ans d'une affaire de ce genre, qui généralement d'ailleurs ont pour effet pédagogique de remettre l'ensemble des recteurs au carré sur cette question, puisque la chose dont a le plus horreur un recteur d'académie, c'est d'aller en justice. Ça, c'est du côté de la réglementation. En revanche, et c'est de là que peut venir l'ambiguïté que je soulignais à l'instant sur on ne fait pas ce qu'on veut, en revanche, l'enseignement catholique s'est donné ses propres règles en matière de gestion de l'emploi des enseignants et d'accueil des enseignants. Ce sont les règles relatives à la délivrance de l'accord collégial et ce sont, pour gérer le mouvement des enseignants, les 2 accords professionnels sur l'emploi dont vous savez que j'espère qu'un jour ils ne feront plus qu'un. Mais ces règles sont des règles internes. Ce ne sont pas des règles administratives, ce sont des règles internes. Elles ne nous sont pas imposées par l'État, nous les avons choisies librement. Paradoxalement, j'ose vous dire qu'en fait, finalement, ces règles qui sont internes à l'enseignement catholique manifestent notre liberté puisque nous les avons fixées librement. Depuis 1959, ces règles n'ont jamais été contredites. Elles sont installées de manière désormais définitive dans notre droit français et même la règle de l'accord collégial est désormais validée par la Cour de cassation. Ça, c'est le premier point, premier éclairage sur un domaine de liberté. Deuxième éclairage sur un autre domaine de liberté qui va me paraître plus surprenant éventuellement, la question du droit disciplinaire. Vous allez me dire, c'est un peu étonnant de parler de liberté quand on parle de droit disciplinaire. Mais j'en parle parce qu'en fait, il est aussi un peu symbolique de nos relations avec l'État. Les enseignants de nos établissements sont des salariés de l'État. Et les sanctions qui leur sont applicables sont rigoureusement les mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires enseignants de l'enseignement public. Mais pourtant, le droit disciplinaire dans nos établissements relève d'un texte totalement spécifique, un décret de 2000, le décret d'août 2000, sur le droit disciplinaire, décret codifié
désormais dans le Code aux articles R 914-100 et suivants pour ceux qui voudraient s'y référer. Et pourquoi avons-nous besoin d'un décret spécifique alors que nous appliquons les mêmes sanctions que dans l'enseignement public? Eh bien, tout simplement, à raison de la place du chef d'établissement dans la procédure du droit disciplinaire dans l'enseignement privé. Vous savez que seul il vous appartient de déclencher par une demande auprès du recteur la mise en œuvre de sanctions lorsqu'elle s'avère nécessaire. Ce décret est mal connu. Il est même presque inconnu. Nous ne l'utilisons pas assez. Je ne suis pas en train de vous dire, même, je vous invite à mettre le feu dans l'institution en déclenchant des centaines de procédures disciplinaires demain matin, parce qu'après j'aurai des ennuis au niveau national avec des organisations syndicales, mais quand même, ce décret devrait être connu de tous, parce que cette liberté qui nous est reconnue, je vais y revenir dans un instant sur un autre sujet, cette liberté qui nous est reconnue ne peut pas être déconnectée de la responsabilité qui nous est confiée. Et dans cette responsabilité qui nous est confiée, il y a celle de mettre fin, lorsque c'est nécessaire, à des agissements que l'on va qualifier de non conformes de certains de nos enseignants, même si la quasi-totalité de nos enseignants font un travail remarquable. Troisième flash, la scolarité des élèves et l'orientation. C'est pareil, ça ressemble beaucoup au droit disciplinaire. Nos élèves doivent suivre les programmes de l'enseignement public, ils passent les mêmes examens, leur scolarité est organisée selon le même système, entre premier degré, second degré, collège, lycée, post-bac, etc. Mais pourtant, les procédures d'orientation nous sont propres, même si elles aboutissent à des résultats qu'on pourrait qualifier de similaires à ceux du public. C'est ainsi, par exemple, que dans un ajout postérieur à la loi de 59, parce que la loi de 59 n'aborde absolument pas les questions d'orientation. En 59, on ne parle pas d'orientation. C'est un sujet qui n'existe pas dans notre système scolaire français. Mais en 71, la loi du 1er juin établit les règles relatives aux questions d'orientation dans l'enseignement privé. Et c'est de là que viennent notamment la création de nos commissions d'appel qui nous sont propres et qui ne sont pas celles du public. C'est de là que viennent également l'inscription dans le Code de l'éducation, les responsabilités du chef d'établissement en matière d'orientation qui ne sont pas celles du chef d'établissement en enseignement public. Je souligne très précisément pour le premier degré, parce que je sais à qui je parle ce matin, que dans un établissement public du premier degré, dans une école publique, l'autorité en matière d'orientation, c'est l'IEN. Et j'invite chacun d'entre vous, éventuellement, de temps en temps, à le rappeler à leur IEN préféré lorsqu'ils voudraient éventuellement transférer cette autorité chez vous. Quatrième flash, la passation et l'exécution des contrats. Vous savez qu'il y a 3 signataires au contrat, le préfet pour l'État, le président de l'OGEC et les chefs d'établissement. Ça fait du chef d'établissement ce qu'on appelle le co-signataire du contrat dans notre jargon courant. Ça fait aussi reposer sur le chef d'établissement une responsabilité particulière qui est celle d'être le garant vis-à-vis de l'État du respect du contrat. On ne peut pas réclamer la liberté la plus étendue possible, et il faut la réclamer, et en même temps ne pas assumer notre responsabilité. Ça veut dire que le fait d'être garant du contrat, ça veut dire que nous garantissons à l'État que les termes du contrat sont respectés. Tous les termes du contrat. Ceux qui garantissent notre liberté, mais aussi ceux qui fixent notre obligation.
Et donc, nous avons une responsabilité, chaque chef d'établissement a une responsabilité, à mes yeux, majeure, d'exécuter loyalement, fidèlement, contractuellement, les termes du contrat qu'il a signé. Sinon, nous donnons le sentiment et nous donnons les bâtons pour nous faire battre que nous n'associons pas liberté à responsabilité. Et vous savez que l'association de ces deux mots est un élément essentiel de l'équilibre de notre vie en société et un élément essentiel, notamment de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Cinquième flash, la question des relations informatisées. Je m'arrête là-dessus parce qu'elle est un petit sujet éventuel de tension, de friction, de petits grains de sable dans les engrenages. Pourquoi est-ce que cette question est compliquée aujourd'hui? Parce que tout simplement, en 1959, l'informatique, c'est même pas l'Amstrad avec ses cassettes. L'informatique, c'est le papier carbone dans la machine à écrire pour imprimer en 2 exemplaires les contrats par frappe violente sur les touches de la machine. Et donc, la loi Debré est totalement muette sur les questions informatiques. Et donc, elles sont venues depuis s'ajouter, mais sans dispositif légal. Il y a quand même, sur cette question-là, à rappeler que la notion de contrat et la notion de liberté de nos établissements ne peut pas être ignorée lorsqu'on aborde ces questions informatiques. Autour de 2 principes. Le premier principe, c'est qu'aucune obligation nouvelle par rapport au contrat, ne peut être imposée à nos établissements par décision unilatérale. Ça veut dire qu'en fait, aucun outil informatique qui n'est pas directement lié au respect d'une prescription du contrat ne peut nous être imposé sans que nous ayons pu en discuter les conditions et les modalités de mise en œuvre. Donc là aussi, sur cette question-là, le contrat, tout le contrat, mais rien que le contrat. Ce principe, d'ailleurs, il préside à un protocole signé entre le secrétaire général de l'époque et le ministre de l'Éducation de l'époque en 1996, protocole sur les relations informatisées, et qui dit ceci: l'ensemble de ces outils, des outils informatiques, ne modifie en rien l'équilibre contractuel entre l'État et les établissements sous contrat, ne modifie en rien. En particulier, l'utilisation d'un logiciel de gestion fourni par l'État est facultative pour l'établissement, pardonnez-moi, est facultative pour l'établissement et constitue une aide au dialogue et à la concertation, en aucun cas un modèle contraignant. La raison pour laquelle, vous le savez, normalement, toutes les nouveautés informatiques qui nous sont appliquées font l'objet d'une négociation au niveau national et ensuite au niveau académique dans ce qu'on appelle les comités de pilotage académique des systèmes informatisés. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il faudrait vous renseigner pour savoir où vous en êtes dans vos académies, parce que c'est un sujet important, ça. Second principe de gestion de la liberté dans les questions informatisées, eh bien, principe adopté dans les années 90 au niveau national et renouvelé sans cesse depuis. Ce second principe, il dit que l'enseignement catholique doit disposer de ses propres outils afin de maîtriser nos données et ne pas dépendre de l'État lorsqu'il s'agit de traiter de questions importantes. Et vous avez là la raison de la création de Gabriel et des systèmes informatisés du secrétariat général pour l'ensemble de l'enseignement catholique français. Applications qui, effectivement, ont un coût. J'entends quelquefois des chefs d'établissement ou du président de GEC me dire « Mais comment se fait-il qu'on n'utilise pas les systèmes informatisés de l'État? Ça nous coûterait moins cher, ce serait gratuit. » Et dans ce cas-là, je réponds par une formule que vous avez déjà entendu dire certains d'entre vous, que la liberté n'a pas de prix, mais qu'elle a toujours un coût.
Voilà, dernier point, dernier flash avant d'arriver à la liberté pédagogique, sur la question des finances, parce que c'est aussi une question importante de liberté. Vous savez que nous gérons librement les finances qui nous sont dues, et que notamment, je signale dans ce rappel qu'aucune mairie ne peut assujettir le versement d'un forfait communal à des obligations de dépenses, même si certaines le font de temps en temps, mais ceci n'est pas conforme au contrat. Mais là aussi, qui dit liberté dit responsabilité. La garantie du contrat suppose que nous soyons également garants de la bonne utilisation des finances conformément aux termes du contrat. On ne peut pas imaginer, même si ça nous chatouille quelquefois, on ne peut pas imaginer que cette liberté puisse s'exercer sans contrôle. L'étendue de la liberté est aussi quelque chose à mettre en face de l'étendue du contrôle. Et enfin, je viens à mon dernier point essentiel pour ce matin, la liberté pédagogique. Tout ce que je viens d'évoquer avec vous sur de multiples libertés dont nous disposons n'ont en fait aucun intérêt pour elles-mêmes. La liberté dans le domaine de gestion des enseignants, la liberté dans le domaine financier, la liberté dans le domaine informatique, etc., n'ont strictement aucun intérêt si elles ne sont pas au service de cette liberté absolument essentielle qui est la liberté pédagogique et éducative. De quoi s'agit-il? De répondre à 3 questions. À quoi sommes-nous strictement tenus? Que peut-on nous imposer? Ou quand et à quelles conditions on peut développer des projets innovants? Selon l'humeur du moment et le fait que vous êtes optimiste ou pessimiste, ou plutôt content, ou plutôt ce matin envie de râler contre votre inspecteur, ces questions peuvent se transformer en 3 protestations. L'administration nous impose les mêmes règles que celles qu'elle impose aux établissements du public. En un mot, l'administration veut nous administrer. Nous sommes totalement contraints par la réglementation et nos marges de liberté sont quasiment nulles. Ou bien, dès que l'on veut faire quelque chose de nouveau, les obstacles réglementaires viennent vite interdire toute innovation. Eh bien non, ce n'est pas vrai. L'examen précis de la réglementation conduit à une toute autre analyse que je vais illustrer en l'appliquant à 4 sujets: le respect des horaires et des programmes, l'organisation du service des enseignants, la modification de la structure pédagogique des établissements, et puis une question qui concerne moins le premier degré, mais quand même, qui est la question des options. Le respect des horaires et des programmes, c'est le point essentiel de l'exercice de la liberté en matière pédagogique. La loi de 59 énonce 2 principes fondamentaux de l'association par l'État à contrat sur cette question-là. Ces 2 principes, ils ont été codifiés dans le Code de l'éducation à l'article L442.5 dont j'ai parlé tout à l'heure et à un autre article, le 442.1. Que disent ces 2 articles? Le 442.1 dit ceci: dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus avec l'État, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. Et le 442.5, que vous connaissez, je crois, mieux, dit ceci. L'extrait que je lisais tout à l'heure: l'enseignement est confié en accord avec les directions de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement, au sein duquel l'enseignement leur est confié dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. Et le texte se poursuit par: les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Donc cette dernière phrase est à l'origine de la distinction que l'on fait souvent entre vie scolaire et secteur sous contrat, le librement, toutes les activités extérieures voulant dire tout ce qui n'est pas lié au contrat. Mais, cette distinction, je n'aime pas cette distinction, parce qu'elle est pratique, mais elle conduit à une fausse interprétation sur l'autre pan de la distinction. Dire que nous sommes totalement libres sur la vie scolaire, si nous n'y faisons pas attention, peut laisser sous-entendre que du côté de l'enseignement, nous ne sommes pas libres du tout. Ce qui est totalement faux, puisque je relis cette phrase, l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, on parle des enseignants, l'enseignement leur est confié dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. Ce qui veut dire que même dans la partie dite sous contrôle de l'État, dite sous contrat, dite de l'enseignement, les marges de liberté existent puisque l'organisation de cet enseignement est arrêtée par le chef d'établissement. Et arrêté dans un texte de droit a une signification très précise. Arrêté, ça veut dire que c'est décidé par celui qui en a l'autorité, et l'autorité, c'est vous. Ce qui veut dire concrètement, par exemple, que lorsque un recteur, un DAZEN ou un IEN vous demande, et c'est une des obligations du contrat, de lui soumettre dans les 15 jours qui suivent la rentrée les emplois du temps des enseignants, il ne peut pas vous demander de les corriger, sauf si les emplois du temps que vous avez soumis sont manifestement non conformes aux règles de l'enseignement public. Ce qui veut dire, par exemple, je vais faire de l'absurde pour me faire comprendre plus rapidement. Ce qui veut dire, par exemple, que si il vous venait à l'idée, après évidemment une réflexion pédagogique approfondie avec votre équipe de direction, de décider que durant la semaine du 8 octobre, vous modifiez tous les horaires de votre établissement scolaire pour que tous les élèves fassent pendant 100% du temps que des maths, vous en avez parfaitement le droit. Alors, entre nous, si on discute ensuite de l'intérêt pédagogique de la proposition, peut-être que je serai amené à vous dire que j'ai du mal à la percevoir. Mais c'est pour vous faire prendre bien conscience de l'étendue de la marge de liberté qu'il y a, y compris sur ce secteur-là. Seul ce qui est manifestement non conforme aux règles de l'enseignement public, je vais y revenir sur les horaires, peut vous être opposé. Et par exemple, j'en cite une, parce qu'elle est quasi universelle, ça me désole un peu d'ailleurs, très, très sincèrement entre vous et moi. Par exemple, la règle dans le second degré du volume de cours morcelé par séquence de 55 minutes est une règle qui n'en est absolument pas une, et qu'elle ne correspond à rien des règles générales de l'enseignement public, et qu'un établissement de chez nous peut donc parfaitement s'en affranchir. Si on s'arrête sur ce respect des horaires, on arrive vite à deux sujets concrets et pratiques. La question du calendrier scolaire et la question de la manière dont on comptabilise les horaires. Je commence par la question du calendrier scolaire, parce que cette question-là est parfaitement claire. Le calendrier de l'année scolaire n'est à proprement parler pas inclus, il ne fait pas partie des règles générales qui nous sont imposées par le contrat en matière d'enseignement. Ça veut dire que ce calendrier de la vie scolaire est sous la responsabilité du chef d'établissement. La seule règle considérée par les tribunaux comme étant une règle générale qui nous applique, c'est la durée de l'année scolaire en jours, qui doit donc être respectée partout. Cette règle-là a été rappelée à plusieurs reprises. Le dernier rappel commence à dater, mais il est très clair. C'est une circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 22 juillet 1992 qui dit ceci. Les établissements d'enseignement privé ne peuvent pas être contraints à respecter le calendrier des vacances scolaires, ni l'aménagement de l'année scolaire, ni l'aménagement de la semaine scolaire,
3 domaines qui relèvent de la vie scolaire, du caractère propre de l'établissement et donc du chef d'établissement. Plus clair que ça, on ne fait pas. Et plus récemment, 92, ça pourrait commencer à dater, et plus récemment, je vous rappelle que cette liberté sur le calendrier et l'aménagement du temps scolaire a été rappelée lors de la réforme des rythmes scolaires, dite réforme Peillon en 2013, tombée depuis un peu en désuétude partout. Mais vous vous rappelez que lorsque cette réforme a été mise en œuvre, nous en avions été exclus de manière obligatoire. Nous pouvons nous y associer, mais elle ne s'imposait pas à nous. Donc, sur le calendrier scolaire, c'est parfaitement clair. Nous ne sommes pas soumis aux règles de l'État. Et je vous invite vraiment sur cette question-là à ne pas vous laisser déborder éventuellement par des velléités administratives trop tatillonnes. Sur l'autre question, qui est la manière de compter les heures. Alors là, c'est plus ambigu parce que, à quelques exceptions près, vous savez que l'habitude dans l'éducation nationale, l'habitude est que les volumes d'enseignement soient donnés de manière hebdomadaire. Ce qui fait qu'on a tendance à considérer que la définition hebdomadaire de l'horaire est une définition qui s'impose à nous. Sans qu'il y ait sur le sujet de réglementation qui permettent d'appuyer ce que je vous dis. Mais de manière absolument, je dirais certaine, je n'ai pas de doute sur le sujet, le comptage, la comptabilité hebdomadaire des horaires ne peut pas nous être imposée. Qu'est-ce qui me permet de vous dire ça? C'est tout simplement le fait que si la comptabilité hebdomadaire de l'horaire nous est imposée, alors ce que je viens de vous dire sur la liberté dans le calendrier scolaire ne peut pas s'appliquer. Si nous sommes tenus à ce que les horaires de l'apprentissage de la lecture soient comptés de manière hebdomadaire, alors vous ne pouvez pas modifier le calendrier scolaire, parce que quand vous modifiez le calendrier scolaire, vous modifiez la composition d'une semaine. Tout ça nous amène à considérer, et on le défend de manière systématique, que seul s'impose à nous la comptabilisation annuelle du volume d'un horaire d'enseignement. Ce qui laisse de la marge en termes de liberté. Deuxième point très sensible, l'organisation du service des maîtres. Parce que dès qu'on touche à la question de la liberté en matière d'horaire et d'organisation de l'établissement, on touche forcément à la question de l'organisation du service des maîtres, qui vient souvent, éventuellement, comme une espèce de frein à la liberté précédente. Je reviens là à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. Cet article de loi est très clair, ne souffre pas d'exception. L'organisation du service des maîtres est arrêtée par le chef d'établissement. Bien entendu, dans les règles d'emploi du service des maîtres. Et donc, l'obligation que vous avez lorsque vous modifiez une organisation d'un service de maître, c'est que, globalement, le service du maître soit le même que celui pour lequel il est embauché par l'État et payé par l'État. On parle de l'obligation réglementaire de service. Mais cette obligation réglementaire de service peut ne pas être régulière d'une semaine sur l'autre. Alors, vous savez que nous bataillons sur cette question-là depuis des années. Ça s'appelle, d'un gros mot, l'annualisation du temps de travail des enseignants. Nous avons à plusieurs reprises essayé de la faire passer dans la réglementation. Je ne désespère pas que nous y arrivions un jour. Et je vais revenir tout à l'heure sur un petit détail de la loi pour une école de la confiance, la loi Blanquer, pour vous souligner un point qui ouvre des perspectives en ce domaine. Juste un petit point d'attention pour évoquer un domaine où vous n'avez pas de liberté, parce que si j'évoque la liberté, je suis bien obligé d'évoquer des endroits où il n'y en a pas, c'est la modification de la structure pédagogique des établissements.
Cette structure pédagogique des établissements, c'est-à-dire l'organisation par classe pour le premier degré ou en filière et classe pour le second degré, elle est partie intégrante du contrat. Dans votre contrat d'association, l'organisation de votre établissement est précisée. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez l'organisation, vous devez passer par un avenant au contrat. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre de changer l'organisation. OK? Simplement, vous ne pouvez pas la faire de vous-même. Vous devez demander au préfet de signer un avenant au contrat. Je passe rapidement parce que sinon, je vais me faire gronder par votre présidente qui m'avait demandé de ne pas dépasser 3/4 d'heure, mais je suis toujours bavard. Je passe sur les options parce qu'à mon avis, elles les moins importantes pour vous. Je viens sur un petit point qui est souvent un point de friction là aussi. C'est la question du projet d'établissement. Projet d'établissement dont vous savez que nous sommes les inventeurs du concept et qui nous a depuis été abondamment copié et est devenu désormais une donnée imposée dans l'enseignement public. Ce projet d'établissement, dont je vous rappelle que par ailleurs, il est imposé aux établissements d'enseignement catholique, mais pas par la réglementation, mais par le statut de l'enseignement catholique. Ce projet d'établissement ne nous est pas imposé par la réglementation. Ça veut dire que aucun corps d'inspection, qu'une autorité académique ne peut avoir quelque intervention que ce soit sur le projet d'établissement d'un établissement. À partir de là, j'entends souvent des réactions de chefs d'établissement du type est-ce que l'inspecteur a le droit de me demander le projet de mon établissement? Et là, je réponds, le droit de vous le demander, oui. Tout le monde a toujours le droit de faire toutes les demandes qu'on veut à qui on veut. Voilà, vous avez le droit de faire toutes les demandes que vous voulez, y compris de demander aux policiers placés au pied du feu rouge de ne pas vous arrêter au feu rouge. Il faut toujours faire la demande. Ce qui est important, c'est la question de la réponse. Et donc, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a aucune raison que nos projets d'établissement ne soient pas des projets d'établissement que nous ayons envie de rendre publics et de diffuser. Je vais y revenir tout de suite quand je vais parler d'évaluation des établissements. Donc, la question n'est pas celle de la transmission du projet d'établissement. Ça, au contraire, on devrait en être, je dirais, fier. Il devrait même être affiché. Et j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où votre projet d'établissement, vous l'avez remis à tous les élèves et tous les parents de votre établissement, ce projet d'établissement-là, il est public et tout inspecteur qui veut l'avoir, s'il est un peu malin, il l'obtient. La question n'est donc pas celle de la transmission. La question est celle de notre capacité à réagir si cette transmission provoque, par exemple, des réactions du genre j'ai lu votre projet d'établissement, j'ai vu que vous n'organisiez pas l'enseignement de l'art plastique de manière hebdomadaire, vous savez que c'est interdit. Eh bien non, ce n'est pas interdit et nous faisons ce que nous voulons dans ce domaine. Donc c'est plus une affaire de préservation de notre liberté dans la manière d'utiliser le projet d'établissement qu'une affaire de confidentialité ou de secret d'un texte dont nous avons tout intérêt à ce qu'il ne le soit pas. Ça me permet de faire une transition sur un sujet brûlant du moment, qui est le dispositif d'évaluation des établissements qui est en train de se mettre en place. Pour le second degré cette année, mis à part quelques établissements du premier degré en ensemble scolaire, mais pour tous les établissements du premier degré à partir de l'année prochaine. Vous savez que c'est un dispositif prévu par la loi pour une école de la confiance, la loi Blanquer, mais que c'est d'une promesse électorale du président de la République. Dans ce que je vous ai dit à plusieurs reprises depuis le début de mon intervention sur le fait qu'on ne peut pas dissocier les notions de liberté et les notions de responsabilité, vous avez l'une des raisons, sinon la principale, pour laquelle le secrétariat général de l'enseignement catholique considère depuis le début de la mise en œuvre de ce dispositif que l'évaluation des établissements, et non pas le contrôle, je vais y revenir, que l'évaluation des établissements
est un dispositif que nous devons accueillir positivement, car il va nous permettre de rendre compte de ce que nous faisons, y compris de ce que nous faisons de différent. Parce que c'est un dispositif d'évaluation et pas un dispositif de contrôle. L'essentiel entre les deux, c'est que dans un dispositif de contrôle, on contrôle la conformité de ce que vous faites à des règles. Exemple, l'horaire hebdomadaire d'art plastique. Dans un dispositif d'évaluation, on évalue ce que l'établissement apporte à ses élèves dans la manière dont il a de mettre en œuvre les règles de l'éducation nationale. Ça veut dire que, intrinsèquement, dans un dispositif d'évaluation, il y a l'intégration de la notion de liberté. Pour tous les établissements, le dispositif est valable pour l'enseignement public. Mais donc, à plus forte raison pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons vraiment qu'il faut entrer dans ce dispositif de manière positive, que nous n'avons rien à cacher sur la manière dont nous travaillons et que nous avons plutôt intérêt à valoriser ce que nous faisons, y compris dans nos différences. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour démarrer, c'est sûr, on va nous piquer quelques bonnes idées, un jour ou l'autre. Eh bien, j'ai envie de vous dire que quand on vous piquera une bonne idée, vous aurez la certitude que c'était une bonne idée. Ceci dit avec le sourire. Donc vraiment, je vous invite à rentrer dans ce dispositif de manière la plus ouverte possible. Et puis, je le dis avec la même force, si jamais, mais nous le ferons sur des constats, pas sur des prévisions que ça ne marchera pas. Si jamais nous constatons à l'expérience que ce dispositif d'évaluation se transforme ici ou là ou partout, mais ce sera plutôt ici ou là, en dispositif de contrôle tatillon et non pas d'évaluation, alors on fera ce qu'il faut, croyez-le bien, on fera ce qu'il faut pour protester et ramener tout le monde dans le droit chemin. Dernier point avant de conclure, sur cette question de liberté pédagogique, éducative et de fonctionnement de nos établissements, je voudrais attirer votre attention sur ce que je considère comme une petite révolution, mais une petite révolution totalement inaperçue. C'est l'introduction dans le Code de l'éducation d'une nouvelle législation relative à l'expérimentation pédagogique. C'est passé totalement inaperçu parce que c'est au milieu de la loi pour une école de la confiance, dite aussi loi Blanquer, pour aller plus vite. Et vous savez que pendant les débats et au moment de l'adoption de cette loi, on a parlé de cette loi quasiment exclusivement pour un seul sujet, qui était l'abaissement de l'âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans. En dehors de cela, tout le reste de la loi a été oublié. Et pourtant, il y a dans cette loi, pratiquement au milieu, un article 38. Je vous invite vraiment, vous l'aurez dans mon texte, mais je vous invite vraiment à regarder de près cet article 38. Il dit ceci. Sous réserve d'une autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques de l'établissement, le projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations pédagogiques portant sur toute ou partie de l'école ou de l'établissement et d'une durée limitée à 5 ans. Ça, ce n'est pas très nouveau. C'était déjà dans la loi d'orientation de l'école dite loi Fillon de 2004. C'était presque libellé pareil. Mais ce qui est extrêmement important, c'est ce qui suit. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe. Nous l'avions déjà, je viens de l'évoquer, pour nous, établissements d'enseignement privé. Mais l'article vaut pour le public comme pour le privé. Organisation pédagogique de la classe de l'école. La liaison entre les différents niveaux d'enseignement. La coopération avec les partenaires du système éducatif. L'enseignement dans une langue vivante, étrangère ou régionale. Ça, c'est nouveau. Les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. L'utilisation des outils et ressources numériques. Et la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire. Les procédures d'orientation des élèves
la participation des élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. C'est un article qui vaut pour l'enseignement public comme l'enseignement privé. Si je dis que c'est une petite révolution, c'est parce qu'il étend les domaines d'expérimentation, y compris à l'organisation des heures d'enseignement et donc à l'organisation du temps de travail des profs. C'est indirectement un petit pied dans la porte entrouverte pour permettre de faire évoluer le système. Et ça, pour nous, ça va enlever une grosse épine du pied des établissements, notamment du second degré, qui ont des organisations du temps de travail complètement originales et qui jusqu'ici n'avaient pas de support réglementaire pour les appuyer. Elles en ont désormais un. Je trouverais très, très dommage que l'enseignement privé et que donc nos établissements ne soient pas aux avant-postes de l'utilisation de cet article. Ce serait quand même dommage que nous laissions l'expérimentation pédagogique être utilisée plutôt par les établissements publics que les établissements privés. Ça veut dire donc que vous pouvez utiliser cet article et que donc vous avez le droit de proposer des expérimentations pédagogiques qui peuvent donc déroger aux heures d'enseignement. Ça veut dire concrètement qu'on peut déroger au volume total d'enseignement, à la répartition entre les matières, à la manière dont elles sont enseignées. Donc c'est assez considérable. En résumé, et pour conclure, en m'excusant d'avoir été un peu plus long que prévu, à quoi sommes-nous tenus? Respecter les programmes et les horaires, mais dans leur quota annuel. Demander l'autorisation préalable du préfet quand vous modifiez une structure pédagogique et vous autoriser à demander des autorisations d'expérimentation pédagogique quand vous voulez toucher au cœur du système qui est le volume d'horaire et d'enseignement. Nos espaces de liberté, c'est tout le reste. Ce n'est pas qu'une boutade. La loi Debré a strictement délimité ce qui s'impose à nous. On a trop tendance à l'oublier. Il nous revient de faire respecter à la fois ces obligations, mais aussi tout le reste qui sont nos espaces de liberté. Je vous invite donc à oser quitter les sentiers battus, à sortir du vu dans les yeux ou dit par l'IEN et à être libre et à le rester. Merci de votre attention. Un grand merci, Yann, pour toutes ces informations. En lien avec nos obligations contractuelles, tu viens de nous redire nos marges de liberté. Elles sont importantes, parfois encore méconnues. Ce sont bien ces marges qu'il nous faut exploiter, retravailler, réfléchir pour poursuivre les nombreuses innovations existantes, en inventer d'autres aussi pour l'enseignement catholique d'aujourd'hui et de demain. Merci encore. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de questions de nos adhérents. Et voilà, donc les questions vont apparaître par écrit et elles vont en même temps être lues. Et on te laissera évidemment tout le temps que tu souhaites pour y répondre. D'accord. Alors, on va commencer avec la première question qui nous arrive de Saint-Étienne, un endroit où nous serons en Assemblée Générale le 20 et 21 janvier 2022. Les plus forts, c'est les Verts. Donc, Mathieu et Troyes qui nous pose la question suivante. Et c'est vraiment une question actuellement qu'on entend un petit peu partout. Pouvez-vous bien clarifier le dispositif d'évaluation des établissements pour les écoles premier degré pour l'année 2021-2022 ? Il y a des différences d'approche entre les tutelles et les diocèses. Madame la Présidente, j'ai le droit à combien de jokers sur les questions? Commencer par celle-là, ça met la barre très haute. Mais je vais répondre. Alors, de manière la plus claire possible, tout en vous disant que je ne suis pas le supérieur majeur de toutes les congrégations enseignantes de France et que je ne suis pas non plus le directeur diocésain de tous les diocèses de France. Et que la richesse de l'enseignement catholique, c'est sa grande diversité. Ceci étant dit, les choses sont très claires au niveau national entre l'enseignement catholique et le Conseil pour l'évaluation de l'école. L'évaluation des établissements du premier degré commencera en septembre 2022 et donc s'engage pour l'année scolaire 2022-2023. En revanche,
Et à notre demande, il faut bien que vous l'entendiez. En revanche, et à notre demande, lorsque cette année, une évaluation est envisagée dans des établissements du second degré, faisant partie d'un ensemble scolaire qui s'étend jusqu'au premier degré, nous avons demandé, pour des raisons de cohérence, notamment autour de ce qu'est le projet éducatif d'un ensemble scolaire, nous avons demandé et obtenu du CE que dans ce cas-là, c'est l'ensemble scolaire en entier qui est évalué, établissement du premier degré inclus, parce qu'on ne voit pas bien comment on pourrait assurer l'évaluation du projet éducatif du groupe scolaire si on commence par saucissonner le groupe scolaire en différentes parties. Donc, on ne devrait avoir cette année d'évaluation d'établissements du premier degré que pour des établissements du premier degré membres d'un groupe scolaire qui, par ailleurs, voit ces établissements du second degré évalués. Indirectement, cette évaluation de petite taille, évidemment en nombre, va nous permettre d'avoir des éléments plus concrets de ce qu'il nous faut travailler au niveau national pour adapter le système d'évaluation conçu pour le second degré au premier degré. Vous savez que ce qu'on appelle le cadre d'évaluation des établissements du second degré, il a d'abord été écrit pour le public et que nous avons mis 1 an à le faire modifier par le CE pour prendre en compte nos spécificités. On a le même travail en cours, je mène le même travail en cours actuellement pour faire adapter ce cadre d'évaluation du second degré au premier degré et ensuite le faire adapter du premier degré public au premier degré privé. Et du coup, le fait qu'il y ait quelques établissements du premier degré évalués dans le cadre des ensembles scolaires m'intéresse en termes d'expérience. Et c'est ça, de manière très claire, ce qui est convenu au niveau national. Alors maintenant, 2 questions liées aux accords sur l'emploi et au mouvement. Une première question qui nous provient du Nord, de Lionel Touffet. Quid des nouveaux accords sur l'emploi et donc d'une plus large liberté de choix des établissements, des chefs d'établissement premier degré? Et une deuxième question qui porte aussi sur l'emploi, en matière d'emploi. Est-ce possible qu'une direction diocésaine récupère un poste d'enseignant du premier degré pour installer une personne ressource, sans mission face à élèves, mais avec mission administrative uniquement, au sein d'une équipe diocésaine? Donc une question très large et une question, à l'inverse, beaucoup plus particulière. Que fait la police? Dit avec le sourire. Je réponds à la deuxième question. Vous savez que la question de l'utilisation de nos moyens d'enseignement est une question extrêmement complexe qui se vit concrètement par un enchaînement d'exercices de responsabilité à plusieurs niveaux. Le premier étant celle que j'assume au niveau national et qui s'appelle la répartition interacadémique des moyens, qui consiste donc à faire bouger des moyens d'enseignement de certaines académies vers d'autres en fonction essentiellement des questions démographiques, mais aussi des questions sociales. Très bien. Et ensuite, il y a un autre niveau de responsabilité qui est celui de l'académie et qui consiste à répartir et à gérer en académie la dotation académique reçue. Cette gestion académique des moyens, elle relève, de par le statut de l'enseignement catholique, de ce qu'on en appelle les CAP, les comités académiques de pilotage des académies, qui sont composés des directeurs diocésains et des organisations professionnelles de chefs d'établissement. Ce qui fait que je vais répondre à votre deuxième question de la manière suivante. Ça risque de ne pas vous satisfaire, mais je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Si le CAP de votre académie a considéré qu'il était judicieux, légitime, nécessaire de faire ce transfert d'emploi, je n'ai pas d'autorité, ni même la moindre compétence pour décider de l'inverse. Mais ce à quoi j'insiste, c'est que cette décision n'a pu se faire qu'en concertation avec les organisations professionnelles de chez l'établissement. Si cette concertation n'a pas eu lieu, il faut la réclamer. Sur la première question, qui est celle de l'accord, ce que j'appelle l'accord unique sur l'emploi,
Donc, vous savez que j'ai entamé il y a maintenant 3 ans, ça commence à faire long, j'ai entamé il y a 3 ans ce que j'appelle ma dernière étape d'unification, puisque j'aurais passé une bonne partie de ma vie au secrétariat général à unifier tout ce qui était séparé, les textes sur la formation des chefs d'établissement, le statut des chefs d'établissement également, bien sûr, mais aussi l'accord sur l'emploi. Nous sommes parvenus au niveau national à un texte d'accord sur l'emploi unique. Quand je dis nous sommes parvenus, c'est-à-dire entre les 4 organisations professionnelles, dont le SINALEC, bien sûr, et les organisations syndicales. Je ne peux pas vous dire que le texte est signé, parce que tant que ce n'est pas signé, il peut toujours y avoir des petits accrochages, mais sincèrement, l'accord est fait. Voilà, l'accord est fait, avec notamment, et la question le souligne, pour le premier degré, une petite révolution, puisqu'on passera dans un accord unique, non pas de la proposition d'un seul enseignant sur une proposition, mais à la proposition d'une liste, ce qui augmentera pour les chefs d'établissement du premier degré leur capacité de choix en les amenant en fait au même niveau que ceux du second degré. Mais vous voyez bien que c'est logique, c'est-à-dire que dans une logique de fond qui est de l'unité de ce qu'est un chef d'établissement, de sa mission, de ses responsabilités, de son statut, etc., il fallait aller jusqu'au bout, y compris en matière d'emploi. Donc ça, c'est fait. Seulement, cet accord sur l'emploi, il est unique, il est actuellement bloqué par quelque chose qui n'est pas chez nous, mais qui est du côté de l'administration. Je ne sais pas si vous avez attention, mais il y a eu en 2019, c'est vieux déjà, mais quand même, une loi de modernisation de la fonction publique qui a modifié pour l'enseignement public le fonctionnement du mouvement des enseignants en supprimant la compétence de ce qu'on appelle les commissions paritaires, qui, vous le savez, dans l'enseignement public, sont toutes puissantes. Les commissions paritaires ont été supprimées dans l'enseignement public. Par ricochet, les CCM vont devoir être supprimés pour l'enseignement privé. Et on passera donc directement de notre système propre d'accord sur l'emploi avec nos commissions diocésaines ou académiques de l'emploi à la proposition de nomination pour le recteur. Indirectement, et entre vous et moi et sans micro, même si je sais que je suis enregistré, cette suppression renforce terriblement la validité de nos accords sur l'emploi. Mais cette suppression des CCM a été oubliée dans la loi de modernisation de la fonction publique, parce qu'on a oublié l'enseignement privé. Il faut donc modifier cet oubli. Et pour modifier cet oubli, il faut refaire passer une loi. Alors, refaire passer une loi que pour l'enseignement privé, vous voyez ce que ça va provoquer. 15 jours de débat dans les assemblées, où on entendra nos amis de droite et de gauche dire qu'il faut supprimer l'enseignement privé, les autres dire qu'il faut supprimer l'enseignement public et le faire ressembler à l'enseignement privé. Vous savez, tout ce qu'on a entendu, par exemple, pendant la loi Blanquer. Bon, donc ça, c'est compliqué. Il faut un calendrier, il faut un véhicule législatif pour inscrire la disposition dans la loi. Et une fois que cette loi-là sera sortie, il faut réécrire le décret qui régit le mouvement de l'emploi de l'enseignement privé depuis la loi Sancy, qui est le décret 2700, qui gère les relations entre nos accords sur l'emploi et l'État. Tout ça bloque la signature de l'accord sur l'emploi parce que les organisations syndicales, et on peut trouver qu'elles sont trop prudentes, mais sincèrement, entre vous et moi, je ne peux pas leur donner tort. Les organisations syndicales ne veulent pas signer un nouvel accord sur l'emploi tant qu'elles ne savent pas précisément comment la réglementation a été modifiée. Donc, du coup, nous, on est prêts. Dès que le décret sur l'emploi a été pris par l'État, il nous faudra 2 mois de fin de négociation pour écrire le nouvel accord. Mais je suis absolument incapable de vous donner un calendrier. Et en plus, là, je suis reparti pour vous dire que ce n'est pas pour demain, puisque vous savez que nous entrons dans la fin d'une législature, que le calendrier législatif est bouclé
jusqu'aux élections présidentielles, qu'à partir de février, on va entrer en carence de l'activité législative en raison des élections et que post-élection présidentielle, on entrera en campagne pour les législatives et que post la nouvelle Assemblée nationale de juillet, eh bien, on aura le programme du nouveau président de la République ou du président de la République reconduit à mettre en œuvre. Ce qui veut dire tout ça que je pense qu'il nous faut patienter encore 2 ans. Voilà. Mais tout est prêt chez nous. Alors, on va continuer avec des questions plus liées à l'organisation générale. Donc, forcément, on était un petit peu dans le nord, un petit peu dans l'est. On va aller vers l'ouest. Hein. Une question qui nous arrive de Nantes et puis une affirmation qui nous arrive de Saint-Avé en Bretagne. Donc, la question de Nantes, c'est: est-on libre de l'organisation du calendrier de l'année, date et début de l'année scolaire? Et puis, une enseignante qu'on connaît bien dans le milieu qui nous dit qu'effectivement, changer le calendrier pour un projet, on est peut-être libre de le faire, mais malheureusement, ça implique pas mal de choses au niveau des parents, des structures, etc. Et qu'on est lié avec pas mal de petites choses, centres de loisirs, garderies, transports, etc. Alors, ok, ça j'entends bien. Ça, ce sont les contraintes, on va dire, c'est les contraintes externes qui s'imposent à nous et dont on ne peut pas faire fi parce que on ne vit pas sur un rocher en plein milieu de l'Atlantique. Donc effectivement, ces données-là sont à prendre en compte et elles sont plus ou moins majeures selon l'implantation des établissements, notamment, je pense aux questions de la manière dont les établissements sont desservis ou pas par du transport en commun, dont leur bassin de recrutement est ou pas proche, éloigné, etc. Donc effectivement, tout ça est à prendre en compte. C'est bien pour ça que tout projet pédagogique qui modifie des choses fondamentales dans l'établissement doit faire l'objet d'une vaste concertation pédagogique bien sûr avec l'équipe enseignante, mais aussi concertation plus générale en conseil d'établissement et notamment avec les parents d'élèves. C'est ces contraintes-là hein, qui ont éventuellement fait reculer les établissements sur les questions d'aménagement qui avaient été prévues dans la réforme des rythmes dite réforme payante. Effectivement, on peut pas. La liberté n'est jamais totale, vous le savez bien, sur aucun sujet, et sur ce sujet-là, elle ne l'est pas. Sur la première question, liberté du calendrier scolaire, date de début et de fin d'année, oui, absolument oui. Aucun texte réglementaire n'est venu restreindre cette liberté. Il y a juste un petit sujet qui concerne les établissements qui accueillent dans leur équipe professorale un lauréat de concours nouvellement nommé en stage. Il y a là un petit bug qui est que ces gens-là sont recrutés par l'État à la date à laquelle la rentrée scolaire est faite dans l'enseignement public. Ce qui peut amener des difficultés, puisque si vous organisez une rentrée scolaire qui démarre avant, ils ne sont pas recrutés à la date par l'État. Donc, à l'exception de cette petite catégorie qui peut embêter certains établissements, oui, il n'y a pas de limite au calendrier scolaire. Alors, 2 questions liées à nos espaces de liberté, alors pas simplement dans le domaine pédagogique. Une première question d'Isabelle Breuil concernant les commémorations nationales, type minute de silence. Est-ce qu'elles s'imposent, ces commémorations, dans nos établissements? Et puis une autre question sur ces espaces de liberté concernant l'organisation des campagnes de tests salivaires liées à la situation sanitaire. Ces campagnes-là entrent-elles également dans notre espace de liberté? Quelle latitude avons-nous? J'ai 1h30. Non, sérieusement. Alors, sur la question on va dire des symboles républicains, pour faire vite, campagne de mémoire, minute de silence, etc. Si on s'en tient à la stricte application rigoriste, je vais le dire comme ça, du contrat d'association, ces questions-là relèvent de la vie scolaire.
D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle relève de l'appréciation et de la responsabilité du chef d'établissement. Autrement dit, ça veut dire que d'un point de vue strictement juridique, elle ne s'impose pas. Ça, c'est une réponse purement de droit. Et vous savez à quel point je suis attentif à ces questions de droit, mais le droit peut parfois, quand on l'applique strictement du point de vue du droit, nous amener à des décisions qui pourraient conduire à l'absurde. Parce que de l'autre côté, nous ne pouvons pas oublier que par le contrat d'association, nous avons librement choisi de nous associer à la République. Et donc, indépendamment de la liberté éventuelle que nous avons d'un point de vue de la stricte application du droit, je vais plutôt vous renvoyer, moi, à une vision politique de la question. Et sur cette vision politique de la question, vous avez un élément de réponse dans une note que j'ai diffusée il y a une huitaine de jours à propos de la minute de silence que le ministre souhaitait voir célébrée dans toutes les écoles de France vendredi dernier en mémoire à l'assassinat de Samuel Paty. Et donc vous avez vu que le secrétaire général a invité les établissements à s'y associer. On n'est pas là dans du strict droit, mais dans à la fois ce qui fait notre association à l'État et donc à la République, mais aussi à la manière dont nous concevons que nous faisons partie de cette République sans faire partie de cet État, mais que nous faisons partie de cette République et que nous faisons partie aussi de cette nation. Voilà, vous aurez vu d'ailleurs, si vous avez fait attention, que dans cette invitation que nous vous avons faite de célébrer la mémoire de Samuel Paty, nous y avons mis ce que je qualifie d'une petite marge de liberté. Nous y avons mis une petite touche personnelle en rappelant que, à cette occasion-là, on pouvait aussi rappeler que 15 jours avant, il y avait eu 3 morts dans une église à Nice. Et si vous avez fait attention à l'actualité, lorsque le Premier ministre a inauguré la plaque qui a été apposée dans la cour du ministère de l'Éducation nationale à la mémoire de Samuel Paty, il a d'ailleurs fait, lui aussi, mémoire des attentats de Nice. Comme quoi, on doit pouvoir s'associer dans les deux sens. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions-là. Et juste, puisque le petit livre gris a été évoqué, afin d'éviter peut-être une réédition, est-il possible de le récupérer sous format PDF? On sera dans l'air du temps, écologique en plus. Alors oui, effectivement, c'est une idée que nous avons. Mais ça nécessite quand même, avant que nous le... En fait, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on le rééditera, je pense qu'on ne le rééditera pas, effectivement. On le rééditera sous forme de support numérique, parce qu'il faut vivre avec son temps, je suis d'accord avec vous. Sauf que dans l'état actuel des choses, il n'est franchement pas rééditable parce qu'il a extraordinairement vieilli. C'est d'ailleurs impressionnant de voir à quel point, en 10 ans, ça fait 10 ans, la réglementation applicable à nos établissements a changé. Mais si vous voulez, dans l'état actuel des choses, ce bouquin-là ne parle ni de la scolarisation à 3 ans, ni de la loi confortant les principes de la République, ni de la loi sur le voile, ni de la loi sur les assises religieux, ni de la réforme du lycée, ni de la réforme du collège, etc. etc. Donc, il est donc en fait clairement obsolète. On ne peut pas le retirer comme ça. Ce serait un signal assez négatif de le redonner comme ça. Donc, il faut forcément qu'on travaille. Mais je vous promets rien parce que je ne veux pas ne pas tenir mes promesses, mais c'est un objectif que nous avons sous nos yeux pour aller à échéance, j'espère, de l'année qui vient. Merci Yann pour tout ce temps partagé pour le SYNADEC, pour les adhérents du SYNADEC. C'était très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses. S'il y a des questions, je ne manquerai pas de te les rapporter. Et je sais que tu prendras le temps nécessaire pour y répondre. Encore vraiment merci. À bientôt. Nous
nous quittons peu en ce moment, donc je te dis à bientôt, Yann. Et merci. À bientôt, Merci bonne journée encore. et puis bon courage à chacun et à chacune d'entre vous dans votre mission. Au revoir. Merci, au revoir Yann. Merci, au revoir. Donc nous allons poursuivre cette journée et Thierry va vous expliquer comment va se passer la suite de notre programme. Alors voici presque la fin de notre matinée. Avant de pouvoir vous laisser profiter de votre temps de convivialité que vous avez organisé en région, quelques consignes pour le travail de cet après-midi. En fait, s'ouvre une période entre maintenant, c'est-à-dire 11h, un peu plus de 11h30, jusqu'à 15h. Et dans cette période de temps, il y aura donc 2 temps importants. Le partage du déjeuner, bien évidemment, et aussi un temps de travail avec des remontées Bicast, suivant une feuille guide que nous vous avons proposée ou que nous allons vous proposer. Voilà, donc en fait, il y aura 4 questions. Ces questions, vous y répondrez directement en utilisant l'outil Bicast. Et pour pouvoir en fait être un petit peu dans le timing, on a considéré en fait que vous aviez à peu près besoin d'1 heure de travail pour pouvoir répondre aux 4 questions. En imaginant que vous pourriez utiliser un espace de 20 minutes par question. Donc je vais vous lire en fait les questions. Et je pense que vous avez eu la feuille ou que vous l'aurez. Et donc vous pourrez répondre directement par l'outil Bicast en utilisant l'onglet Activités. Alors première question, donc suite à l'intervention de Yann de ce matin, donc quelles sont vos réactions? Bon, vous avez déjà pas mal interagi avec les questions que vous avez remontées, mais il peut y avoir d'autres questions, d'autres remarques. N'hésitez pas donc à poursuivre en fait cet échange pour qu'on puisse, comme l'a dit Virginie, porter à Yann aussi des questions qui n'auraient pas été auxquelles on n'aurait pas répondu ce matin. Sur la question 2. Quel thème prioritaire aimeriez-vous développer pour vos territoires ou avez-vous déjà mis en place? Donc là, on se resitue peut-être plus facilement vraiment sur la thématique pédagogique éducative. Hein, donc voilà, il existe, on a eu tout à l'heure les collègues qui sont prêtés au jeu de l'interview et puis qui nous ont montré un petit peu leur réalisation. Il se passe certainement plein de choses dans vos territoires. N'hésitez pas donc à nous rapporter ce que vous mettez en place et peut-être ce que vous privilégiez en fonction effectivement des particularités de territoire. Question 3, quelle contribution pouvez-vous partager vers le national? Donc, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait effectivement avoir comme matériel déjà d'ici cette fin de journée? Et enfin, une question un petit peu plus large, mais qui nous intéresse aussi pour conduire aussi la thématique de l'année. Comment concevez-vous le rôle du Synadec sur l'axe pédagogique, éducatif, pastoral, et quelles sont vos attentes? Voilà. Donc, en toute logique, en réfléchissant et en travaillant 20 minutes sur chacune des questions, vous pouvez nous faire les remonter au fur et à mesure sur Bicast, ce qui nous permettra, nous, d'ici 15 heures, on l'espère, d'essayer de voir déjà un petit peu s'il y a des grandes orientations et ce qu'on pourrait vous rendre comme rendu compte en fait de ce que vous avez fait comme travail. Voilà, j'espère que les consignes sont claires, pas trop touffues. Merci Thierry, les consignes étaient très claires. Nous vous souhaitons donc bon appétit. Alors vous savez, il y a plusieurs caméras, donc on est en train d'essayer d'apprendre à vous regarder. Donc je pense que celle-ci, c'est comme un studio télé. Bon appétit, profitez bien de ce temps de partage. C'est important, on a besoin de se retrouver. Vous savez qu'il y a des budgets Synadec pour ça, hein, donc profitez bien et on vous retrouve à 15h. Bon appétit, bonne réflexion et à bientôt, à tout à l'heure. Au revoir.